Faith est hôtesse de l'air, elle voyage beaucoup et décide d'acquérir un pied-à-terre dans le sud-ouest. Elle va rencontrer un homme qui va profiter de sa gentillesse, lui prendre de l'argent et ne pas hésiter pour ne pas avoir à la rembourser, à faire défaut. Incroyable histoire, vous allez le voir dans une seconde. Vous vivez des situations similaires, le courrier grâce à l'adresse qui s'inscrit maintenant sur votre téléviseur ou bien le téléphone que vous notez 0826 107 109. Alors voyons comment cette dame est tombée dans le piège de l'arnaque. Faith nous rejoint sur le plateau de Sans aucun doute. Entre deux avions, Faith a décidé de s'établir dans le sud-ouest de la France. C'est là qu'à l'occasion d'un concert de jazz, elle rencontre un homme. Rapidement, ce compagnon aurait demandé de l'argent à Faith. Amoureuse, elle n'aurait pas hésité à lui en prêter. Depuis, le couple s'est séparé. Faith attend désormais que cet ex lui rende son argent, mais il ne le fait pas. J'aimerais récupérer mon argent, mais d'abord, j'aimerais avoir ma vie calme. Plus embêtant, cet homme espionnerait Faith, allant jusqu'à s'introduire clandestinement chez elle. Toi aussi, t'as trouvé des micros chez toi? Et oui, j'avais trouvé des micros, ouais. Faith vit un enfer là où elle croyait avoir trouvé le paradis. Nous chercherons à obtenir des explications de la part de cet homme qui, manifestement, n'a peur de rien. Vous êtes chez elle? Oui. De quel droit, monsieur? C'est une inquiétante histoire qui démarre maintenant. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Merci. Vous êtes hôtesse de l'air? Oui, c'est Sachez vrai. que s'il y a un pépin sur le plateau, vous avez deux issues devant, deux sur la gauche et deux derrière. Faith, qu'attendez-vous de cette émission ce soir? Je veux récupérer mon argent. Combien à peu près? Maintenant, il reste 5290. Mais pour moi, le plus important, ce n'est pas de cet argent, c'est de vivre dans le sud-ouest, calme, sans surveillance, sans micro, sans danger. Pourquoi vous dites sans micro? Pendant des années avec ce monsieur et encore maintenant, il a mis des micros dans ma maison. On n'est plus ensemble, mais il a trouvé le moyen d'entrer à la maison. Et juste l'autre jour, on a trouvé un autre gadget pour écouter, pour voir mes appels, des numéros fichés. Alors, on va voir que ça a été très loin. Vous lui prêtez pas mal d'argent, près de 7 000 €. Il y a une partie que vous allez lui prêter en liquide, une partie que vous allez lui prêter plus officiellement. Et par la suite, dès que la pression arrive, pour vous rembourser, il va aller jusqu'à vous faire un bon porteur à encaisser au bout de 2 ans. Et vous allez vous apercevoir que ce bon porteur est faux. Et puis, vous allez nous dire également que par la suite, il va placer des micros chez vous. Enfin bref, on est en plein feuilleton américain, mais c'est malheureusement la réalité. Ça se passe dans le sud-ouest. À préciser que ce monsieur est agent d'assurance. Nous allons maintenant dérouler cette enquête avec Eve Bartoli, qui, s'il le faut, partira à la rencontre de cette personne et nous donnerons des coups de fil également. Voici comment Faith est tombée dans le piège de l'arnaque. Sans aucun doute, le reportage. Faith passe sa vie dans les aéroports. Son métier, hôtesse de l'air. Un jour aux USA, un autre en Europe. Elle ne s'arrête jamais. En 2000, cette Américaine décide de poser ses valises. Faith s'installe dans un charmant village du sud de la France. Je cherchais quelque chose dans la campagne. J'ai une vie très mouvementée. J'avais envie d'être dans un environnement authentique où on a du soleil, qu'on mange bien, on respire bien avec les gens qui sont sympas et simples. Et je suis restée un week-end et ça me plaisait énormément. C'était un feeling. En 2002, Faith s'achète une voiture. Pour fêter l'événement, elle part assister à un concert de blues dans le village voisin. Il y avait un groupe qui est entré dans la salle. Et c'était ce monsieur, il était avec ses amis, il était charmant, il m'a acheté un cocktail. On a discuté un peu. Il était jeune, il avait l'air cool, en guillemets, il était charmant. Et voilà, je l'ai trouvé bon. Une semaine plus tard, ce monsieur que nous appellerons Pierre est invité chez Faith. Entre eux, une histoire d'amour commence. Rapidement, il la présente à ses amis, sa famille et même à ses enfants. La confiance s'installe, mais Pierre connaît quelques problèmes financiers. Il était dans un état de surendettement après la séparation et il m'avait demandé est-ce que je peux le dépanner. Il avait besoin d'argent. Je lui ai dit oui, je peux t'aider. C'était mon ami, c'était mon amant, j'avais confiance en lui. J'étais amoureuse et j'avais aucune raison de dire non. Elle lui signe un chèque de 1 000 € et en retire 3 000 en liquide. Au total, elle lui aurait prêté plus de 4 000 €. Pierre aurait promis de la rembourser.
Fess le croit, il travaille pour une grande compagnie d'assurance. Pierre lui aurait donné un bon au porteur à encaisser dans 2 ans. Un bon d'une valeur de 28 000 francs, soit 4 000 €. Il m'a dit, tu le caches bien, parce que c'est comme l'argent, si quelqu'un d'autre le trouve, il peut l'encasser aussi. C'est bon, je l'ai bien caché dans le grenier, en disant, il faut que j'attende jusqu'à 2005 pour avoir mon argent. Nous sommes fin 2003, les relations du couple se dégradent. Fess prend ses distances, une situation que Pierre n'accepterait pas. Pour garder le contact avec elle, il aurait utilisé une méthode peu commune. J'étais ici et bon, je pense que j'étais en train de nettoyer le radiateur. Et c'est par hasard, j'ai regardé derrière, comme ça, et j'ai vu une boîte électrique et je me disais c'est quoi ça, et je l'ai pris et c'était un petit micro. Quelques mois après, parce que bien sûr après du temps tu te demandes est-ce qu'il y a des autres micros. Lui il m'a promis non, c'était une fois et je m'excuse. Et après il m'a demandé quelques questions. Je me disais je pense qu'il m'écoute encore. Et tu vois ici que le tissu est coupé et il y avait un micro sous le tissu. Parce que ici, c'est le téléphone, j'avais l'Internet ici et j'ai fait ma vie de communication ici. Je me suis dit, il est là quelque part, il n'a pas confiance en moi. Et en plus, qu'est-ce qu'il cherche, pour quelle raison de m'écouter, d'écouter mes conversations. C'était bouleversant pour moi, j'ai craqué. On avait une grande dispute à cause de ça. Fess contacte alors une personne qui a bien connu ce monsieur. Apparemment, il aurait agi de la même façon avec elle. Et toi aussi, tu as trouvé des micros chez toi? Et oui, j'avais trouvé des micros, ouais. Ils les avaient mis sous les meubles, ou carrément dessus. Et c'était des espèces d'enregistreurs qui se mettaient en route aussitôt qu'il y avait du bruit. Et quand il y avait le bruit, ça s'arrêtait. Je pense pas qu'il ait pu vraiment entendre quelque chose avec ça, mais il y en avait au moins 4, je me rappelle plus exactement. Fin de l'histoire d'amour. Fess reprend sa vie, ses voyages et se consacre à sa passion, la photo. Avant de partir en vacances, elle souhaite acquérir un nouvel appareil. Prix de l'objet convoité, 500 €. Pour le payer, Fess décide d'encaisser le bon au porteur. Le 6 janvier 2005, elle reçoit une lettre surprenante. On l'informe que le bon est un faux. J'ai rien compris. J'ai pris le dictionnaire tout de suite, coupure falsifiée. Je me disais, c'est quelque chose de faux. Le bon porteur que j'ai envoyé, c'était pas un vrai bon porteur, c'était une copie. Ma réaction, c'était pas la colère. J'ai rien compris. Je dis non, mais c'est la compagnie qui a fait une erreur. Ça, c'était la première réaction. C'était pas que je pensais que ce monsieur me donnait un faux. Pour elle, aucun doute, la compagnie d'assurance s'est trompée. Pourtant, 3 mois plus tard, Fess est convoquée à la gendarmerie. Elle s'y rend en toute bonne foi, le couperet tombe. Madame, la plainte pour l'escroquerie, c'est contre vous. Et moi, j'étais complètement choquée. J'ai rien compris pourquoi c'était contre moi. 1 heure plus tard, Fess peut rentrer chez elle. Elle est dans tous ses états. Le gendarme a dit que c'est tout à fait possible que je vais passer devant le tribunal, devant les juges. Je me suis rendu compte que je suis en France, pas comme les Français, mais avec un titre de séjour. Et j'avais peur. Je me disais, mais comment ça va marcher? Peut-être je serai virée. Après, je serai virée de mon boulot. Je dois quitter la France. J'avais tout dépensé comme ça dans ma tête. J'avais peur. Quelques jours passent, Fess croise Pierre par hasard. Elle lui demande des explications. J'étais complètement en colère et il était juste devant moi. Je lui ai dit, mais je sais bien que le bon était faux. J'ai explosé. Je n'étais pas calme avec mes mots non plus. Et lui, il m'a dit, je sais bien, moi, j'ai le vrai bon chez moi. Et si tu veux ton argent, tu dois négocier avec moi parce que c'est moi qui maîtrise tout. Négocier, hors de question pour Fess. Pierre aurait fait une nouvelle tentative quelques mois plus tard. Écoutez bien les arguments qu'il aurait avancés. Et il m'a dit, bon, il faut qu'on ait la paix entre nous. Avec la guerre en Irak, c'est pas bon, la guerre, c'est mieux la paix. Et il m'a dit, je vais régler le problème avec cet argent. Je vais vendre ma maison que j'ai avec mon ex. Et quand la maison est en vente et j'ai l'argent, je vais te rembourser.
Nous sommes fin 2006, la plainte contre Feiss est classée sans suite. Un soulagement. Mais avec Pierre, les problèmes continuent. La maison a été vendue, pourtant, aucune nouvelle de son argent. Feiss décide de lui écrire. Sa réaction est immédiate. Il lui aurait proposé de passer chez elle pour régler ce problème. Ce soir-là, il ne serait pas venu les mains vides. Il est venu avec un grand sac, avec plein de choses dedans. Il m'a dit, bon, on commence pas avec le chèque, mais on commence avec les cadeaux parce que je sais bien, t'aimes les cadeaux. Voilà. Il m'a donné l'encens de Provence. Ensuite, des cèpes faits à la maison. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai peur un peu. Au total, il lui aurait offert une demi-douzaine de cadeaux. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit c'est gentil parce que j'ai vu le chéquier dans sa poche et j'ai dit OK, 1 heure, j'aurai mon argent. Et ça, c'est pourquoi j'ai supporté tout ça. Effectivement, avant de partir, Pierre lui laisse un chèque sur la table. Feiss ne vérifie même pas et part se coucher tranquillement. Le lendemain, c'est la douche froide. Bon, j'ai vu, d'abord j'ai vu 6 358 et après j'ai vu en francs. J'ai dit, oh non, il a fait une erreur comme tous les mamies papis souvent où ils se trompent avec, entre le franc et le euro. Et après, j'ai vu qu'on a ça. J'ai commencé de trembler. J'ai vu les dates, le 10 2008, et après j'ai tremblé, j'ai craqué, j'ai dit non mais ça continue, hein. Il me manque toujours. Et j'étais en colère, bien sûr. Feiss l'appelle immédiatement sur son portable. En fait, Pierre a déposé le vrai chèque dans sa boîte aux lettres. Il lui rembourse 1068 €, la somme exacte que Feiss lui a payée par chèque. Pour les 3000 € en liquide, rien. Un mois plus tard, Feiss épluche ses comptes. Elle fait une étrange découverte. J'ai vu qu'il a versé 30 € et quand je regarde les autres relèves l'information de ma banque, je vois pas du tout les autres versements. C'est que ça, le 30 €. Et moi, je me demande pourquoi il a fait ça. Depuis, silence radio. Enfin, pas tout à fait. 2 jours après notre tournage, Feiss a fait des travaux chez elle. Derrière cette cloison, dans un coin inaccessible, elle a découvert un nouveau micro. Un véritable choc. Pierre l'espionne-t-il toujours? Pour en avoir le cœur net, elle l'appelle. J'ai trouvé une boîte noire derrière le mur. Oui, tu es au courant de ça? Oui. Quand j'ai trouvé la boîte, je me disais, bon, il faut que je te demande, ça sert à quoi, le boîte noire? C'était une boîte, bon, voilà. D'accord. Une boîte de l'époque. Mais rien de grave. Pardon? Rien de grave. Mais non. Oui, d'accord. Comme tu l'as vu, ça ne fonctionne pas, donc... Oui, d'accord. C'est de l'époque. Oui, d'accord. J'ai une question. Oui. Tu m'as dit que tu vas encaisser le bon le mois d'avril. Écoute, Feiss, je t'ai toujours dit de trouver une solution. Ce qu'il y a, c'est que de la façon que tu m'as parlé, je ne veux pas non plus me découvrir, parce que je sais et je connais aussi que tu peux être dur avec moi et que tu veux me punir quelque part. Et donc il faut que je me protège. Si je donne et qu'après tu m'attaques, je suis cuit. Tu comprends? Non, mais écoute, je t'ai déjà dit, si tu me donnes cet argent, le problème est derrière nous et voilà, pour quelle raison je vais t'attaquer? Parce que écoute, Fessou, je sais que tu as les moyens de pouvoir m'attaquer par rapport à ça. D'accord, merci. Il n'y a pas de problème. D'accord, ciao. Ciao. Il parle comme il parle toujours, que c'est toujours ma faute, qu'il doit se protéger parce que c'est moi le méchante. Et voilà. Bon, je ne suis pas étonnée, c'est qu'il a dit maintenant. Voilà. Feiss ne croit plus Pierre. Elle a perdu toute confiance en lui. Cette histoire dure depuis plus de 4 ans, une éternité pour elle. Moi, j'espère qu'il me lâche, qu'il me laisse tranquille. C'est comme on ne se connaît pas du tout, qu'on ne se connaît plus. J'espère ça d'abord. J'aimerais récupérer mon argent, mais d'abord, j'aimerais avoir ma vie calme. L'enquête est menée par Ève Bartolier et Jacques Massard. L'objectif donc de Feiss, certes récupérer un petit peu d'argent, mais surtout avoir la paix, pouvoir tourner la page et vivre tranquillement. Lui, il dit vous devoir combien?
Il me doit maintenant 5 000, il reste 5 290. Mais il ne le conteste pas, ça, lui, qu'il vous doit cette somme. Non, jamais, hein, jamais. Parce que le chèque pour CONAS, c'était 6 358 et c'est la somme qu'il me doit. Il me doit et après il m'a donné un vrai chèque pour 1068. Et comment il justifie ça? C'est exactement comme quand j'appelais pour le micro, il me dit si je te donne ton argent total, après tu vas porter plainte contre moi pour l'escroquerie, pour le bon. Si je garde un peu l'argent et je te donne l'argent petit à petit, ça veut dire que tu vas rien faire contre moi. Et j'ai dit non, mais pas pour 5 000 euros. Je ne vais pas jouer ce jeu-là pour cette somme. Il se justifie toujours. Mais c'est comme ça avec les manipulateurs, ils trouvent toujours la raison. Vous ne vivez pas normalement aujourd'hui avec cette affaire? Je sais, j'ai des amis maintenant, je sors, j'ai mes activités, j'ai mes passions, j'ai mon boulot aussi, je ne suis pas là tout le temps. Mais psychologiquement, c'est toujours derrière. Il est là quelque part, il insiste et il va jamais arrêter. Vous avez peur? Oui, l'autre jour, je suis partie à 4h30. Quand je dis l'autre jour, il n'y a que 2 semaines, je suis sortie de chez moi pour aller à l'aéroport à 4h30 le mat. Et c'est un petit village. Et il était dans sa voiture devant ma maison. Et il est toujours là quelque part et il fait ça exprès pour me déstabiliser parce que bien sûr, je me sens fort, je dis bon, c'est fini cette histoire, mais il est toujours là et il laisse toujours les traces pour moi de voir qu'il était là. Et le problème, quand j'essaie de porter plainte, de faire les mains au courant, et le système de justice marche jamais pour moi parce qu'il n'y a jamais preuve d'infraction. Quand j'y vais, ils disent, moi, mais est-ce qu'il est en fenêtre cassée? Est-ce que le serrure est tordu? Et je dis, non, mais il était là, il y a un bout de chewing-gum sur la cheminée. Moi, j'ai jamais le chewing-gum chez moi. Mais les gendarmes ne peuvent rien faire. Sauf, un gendarme m'a dit, il y a 2 ans, il m'a dit, la meilleure chose pour vous, c'est de déménager, vendre la maison et quitter la France en plus parce que peut-être qu'il va vous trouver en France quelque part. Je dis non, mais moi je ne suis pas criminel, moi je ne suis pas obligée de partir. Bien sûr. Et voilà. Mais ce bon porteur, c'était un bon porteur de son assurance? Oui, c'est la société émettrice, oui. Maître Michel. Ce qui est intéressant sur ce bon, c'est que seul un employé de la compagnie d'assurance pouvait faire le faux. Parce que l'exemplaire original numéroté, il existe entre les mains du vrai propriétaire. Et donc le double, avec cette numérotation, ne pouvait être connu que par un employé de la compagnie. Alors le nombre d'employés de la compagnie que connaît madame, c'est quand même limité. Ça permet de serrer le problème. Nous allons maintenant commencer nos coups de fil et nous allons essayer de joindre donc ce monsieur pour avoir son explication et sa version des faits, ce qui me paraît être tout à fait normal. C'est parti, la régie fait maintenant le numéro. C'est notre jour de chance. Nous parvenons à joindre sur son téléphone portable l'ex-compagnon de Face. Nous voulons d'abord savoir s'il reconnaît devoir de l'argent à notre témoin. Et si c'est le cas, à combien se chiffre cet emprunt? Et puis nous lui demanderons si, comme l'affirme Face, il l'espionne. La ligne est de mauvaise qualité. Donc, est-ce que vous devez des sous à cette dame? Oui, je dois encore un petit peu de sous. Combien pensez-vous lui devoir? Une petite somme. Mais de combien, monsieur? Soyons précis. Ça tourne autour de 100 euros. 100 euros. Bon, alors, visiblement, Fess, qui est à mes côtés, semble le contester. Pourquoi, Fess? Pour 100 euros, je ne monte pas à Paris. C'est plus que 100 euros, il reste 5 290, il le sait. Bon, vous vous dites que c'est 100 euros. Oui, globalement, oui. Alors, vous vous basez sur quoi? Combien elle vous a prêté au départ? Non, je ne me souviens plus. Vous vous souvenez plus combien elle vous a prêté au départ? Non. Mais si vous ne savez pas combien elle vous a prêté au départ, comment faites-vous pour savoir que vous lui devez 100 euros? Mais ça correspond donc à ça, globalement, ça correspond à 1300, 1400 euros. Ah, donc elle vous a prêté à peu près 1300, 1400 euros. Exactement. Bon, Fess? Non, c'est pas la vérité, c'est 6 388 total. Le problème, je lui ai donné un chèque 1068 et le reste était en liquide. Et le problème avec ça, bien sûr, je ne peux pas prouver ça, sauf par le fait qu'il m'a donné un bon porteur avec une valeur à peu près 5 000. S'il a prêté 1 000, pourquoi il m'a donné un bon porteur pour 5 000? En ce qui concerne ce bon porteur, qu'en est-il? Rien. Donc vous n'avez jamais entendu parler de ce bon porteur? Il en a entendu parler, malheureusement. Est-ce que c'est vous qui lui avez donné ce bon porteur? Non, on vivait ensemble à l'époque. Oui, c'est d'accord, monsieur, mais qui lui a donné? Est-ce que c'est vous, même si vous viviez ensemble, qui lui avez donné ce bon porteur?
Il était dans nos affaires communes. Mais il est bien quelqu'un, ce bon porteur. Je ne sais pas. Et ce bon porteur, monsieur, si je ne m'abuse, correspond à la société pour laquelle vous travaillez? Oui. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas si vous connaissez peut-être pas le nom de tous vos clients, mais est-ce qu'un monsieur vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose, oui. Il fait partie de votre clientèle? Oui. Parce que le bon porteur, il était à lui au départ. Non, je peux pas répondre à cette question. Mais moi, oui. Donc, ce n'est pas une question, je vous le dis. Troisième point, madame dit qu'il y aurait eu des micros placés chez elle. Oh, oui. C'est vrai? À l'époque, oui. Parce que Madame Alston est une menteuse et elle m'a trompé sexuellement étant jeune avec hypocrisie sans cesse. Bon. D'autre part, cette dame, vous me dites si je me trompe fait, semble nous dire également que monsieur faisait des intrusions chez vous, c'est ça? Oui. Alors, dites-nous et après il nous donnera sa version des faits. Il est entré parce que une fois, je suis arrivée de chez moi, j'ai vu que le lecteur MP3 n'était pas là, la robe de chambre n'était pas là. Il ne vole pas des choses pour voler, c'est que pour m'énerver, pour me déstabiliser. Il laisse les traces. Ça veut dire je vois qu'il était là. Quand je vais à la gendarmerie pour dire il y avait quelqu'un dans ma maison, c'est ce monsieur, ils disent il n'y a pas d'infraction. Alors, demandons à monsieur, quel est votre point de vue là-dessus, monsieur? Mon point de vue, c'est que nous avons vécu ensemble et j'ai toujours les clés de l'appartement. Nous sommes surpris et plutôt inquiets par ce que nous dit l'ex-compagnon de Face. Nous allons l'être encore plus quand il va révéler qu'à cet instant précis, il se trouve chez notre témoin, dans sa maison. Face n'en revient pas, Julien Courbet non plus. Encore à ce jour, je me trouve actuellement dans l'appartement. Et vous êtes chez elle? Oui, Mais de quel droit, monsieur? mais j'oublie que j'ai les clés de l'appartement. J'ai toujours les clés de l'appartement. Mais monsieur, attendez, c'est pas parce que vous avez les clés qu'on peut rentrer comme ça chez les gens, c'est pas chez vous. Non, mais je suis d'accord avec vous. Alors, maître de Caumont, avocat. Bonjour monsieur, vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez absolument pas au courant de cette histoire de bon au porteur. Je n'ai pas dit ça. Alors qu'est-ce que vous dites à propos de ce bon au porteur? J'ai dit que je n'ai pas à m'expliquer avec vous aujourd'hui. D'accord, vous n'avez pas à vous en expliquer. Ceci dit, comme il émane de votre compagnie, il y a assez peu de chances qu'il soit sorti de la compagnie aérienne dans laquelle travaille notre invité. Donc a priori, c'est plutôt de chez vous que ça vient. Hein? Oui. Si on réfléchit bien. Donc vous n'avez rien à dire dessus, ça vient de chez vous. Oui. Bon. Vous trouvez pas que vous avez une attitude un petit peu bizarre? Et puis moi, il y a quelque chose qui me choque beaucoup. Vous êtes en train de nous dire, je suis en train de vous parler à partir du domicile de cette dame, dont nous sommes bien d'accord que ce n'est pas votre domicile. Vous n'êtes pas locataire là-bas. Non, c'est simplement pour vous dire que j'avais les clés de l'appartement. Ah, donc. J'ai toujours les clés de l'appartement. Donc vous vous êtes moqué de nous, vous n'êtes pas chez elle. Écoutez, ça vous n'arrive pas de vous moquer de moi? Est-ce que vous êtes chez elle ou pas? Non. Bon, alors, vous n'êtes plus chez elle. C'était une plaisanterie. Maître Michel. Oui, bonjour monsieur, moi j'allais vous poser une question. Est-ce que votre employeur a le sens de la plaisanterie? Parce que, vous savez, ce qui me préoccupe un peu, c'est que si votre employeur apprend que votre ex-ami a entre les mains un bon de caisse qui est émis par votre employeur, qui a été détourné, falsifié, puisqu'en réalité le numéro est attribué à une autre personne, moi je pense que ça ne le fera pas rire du tout. Est-ce que vous ne pensez pas que dans votre intérêt, pour ne pas perdre votre travail, ça serait bien de trouver une solution avec cette dame? D'autre part, monsieur, moi je voudrais vraiment avoir un engagement de votre part, et là je ne parle pas d'argent, concernant la tranquillité de cette dame. Aujourd'hui, monsieur, que les choses soient claires. Vous nous dites j'ai ses clés, ce qui veut dire que, intuitivement, vous reconnaissez que vous pouvez rentrer chez elle quand vous le voulez. Je ne dis pas que vous l'avez fait, vous dites j'ai les clés. Deuxièmement, vous reconnaissez avoir posé des micros et mis un système d'écoute téléphonique. Tout ça, vous nous l'avez reconnu devant des millions de personnes. Donc, aujourd'hui, monsieur, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne vous approcher plus de cette maison. Parce que là, pour le coup, la plainte, je peux vous dire que par le biais de l'émission, elle sera instruite. Hein. On ne fera pas une main courante. C'est-à-dire qu'on appellera le procureur, on lui donnera la cassette de l'émission avec votre témoignage. Et là, monsieur, vous allez risquer très gros. Et c'est rien à côté du bon porteur. Écoutez, je vous ai dit que je l'avais fait et je ne le fais plus. Je l'ai fait à l'époque. Oui, mais peu importe que vous l'ayez fait à l'époque, vous l'avez fait quand même. Parce qu'aujourd'hui, il semblerait que vous continuez des fois à être devant chez elle. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est faux. Il est vrai qu'on s'est croisés à une heure tardive de la nuit, mais je rentrais chez moi. Est-ce que vous ne voulez pas essayer de trouver un accord sur cette somme, monsieur? Oui. Voilà. Moi, l'accord que je lui ai proposé, puisqu'elle m'a téléphoné dimanche dernier, c'est de régler les sommes qui restent à verser au mois d'avril, quand j'aurai récupéré ma situation précaire.
D'accord, mais combien? 100 euros, ça lui va pas, monsieur? Écoutez, ça c'est un problème de calcul. Moi j'estime que c'est globalement 100 euros. Bon, bah écoutez, 100 euros, c'est pas la peine. C'est même pas la peine de les donner, je veux dire. Là, il vaut mieux agir différemment. Mais vous avez le droit, hein, monsieur, de penser que vous nous devez que 100 euros. Maître de Comont. Monsieur, soyons un peu sérieux. Vous dites que vous devez 100 euros. Et vous êtes en train de demander à cette dame de patienter jusqu'à avril pour vous faire crédit de 100 euros. Je veux pas m'immiscer dans votre vie privée, mais je pense que vous gagnez quand même correctement votre vie vu votre situation. Donc, si vous n'aviez que 100 euros à rendre, je pense que vous pourriez les rendre tout de suite. Et vous ne demanderiez pas 3 mois de crédit pour pouvoir rendre 100 euros. Alors monsieur... peut-être que vous reconnaissez implicitement devoir beaucoup plus et avoir peut-être besoin de 3 mois pour pouvoir réunir une somme beaucoup plus importante. J'ai cru comprendre, monsieur, que vous aviez vendu votre maison. Ça ne me regarde pas. Non, ça ne me regarde pas. Mais elle était vendue un petit peu plus de 100 000 euros récemment. Ça ne me regarde pas. Bon, ben voilà. Mais si ça ne me regarde pas, c'est qu'elle a donc été vendue 130 000 euros. Je suis en situation précaire, monsieur Julien. Vous êtes dans une situation précaire? Oui. Ben alors expliquez-nous, monsieur, parce qu'en vendant une maison 130 000 euros, comment vous faites pour être dans une situation précaire? Et j'ai pas à vous expliquer. Oui, c'est ça le problème, monsieur. C'est que comme vous n'expliquez rien, on va être obligé de demander les explications ailleurs. Bon, écoutez, monsieur, moi je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci d'avoir participé à cette émission sans aucun doute, monsieur, dans le cadre de cet enregistrement. Vous avez compris de toute façon qu'au niveau de l'argent, ça serait une bataille sans fin, sans reconnaissance de dette, sans rien. Ce que vous voulez, c'est la tranquillité. De ce côté-là, nous avons commencé à lancer quelques pistes du côté de la gendarmerie. Et nous allons maintenant essayer d'en savoir plus sur cette histoire de bon porteur qui a fait que vous êtes aussi tombé dans le panneau, hein. Alors évidemment, l'assurance, malheureusement, ne peut pas vérifier tous les bons, mais enfin, c'est aussi un salarié. Enfin, ils peuvent au moins nous expliquer le cheminement de ce bon. C'est parti, la régie fait le numéro. L'ex-compagnon de Face a donc reconnu lui devoir encore de l'argent, 100 euros pour être précis. Or, Face affirme qu'il lui doit bien plus. Pour cela, elle s'appuie sur un bon au porteur d'une valeur de 5 000 euros que l'homme lui a remis. Un bon qui provient de la compagnie d'assurance pour laquelle il travaille. Or, ce bon, nous le savons désormais, a été falsifié. La compagnie d'assurance émettrice de ce bon avait d'ailleurs déposé une plainte contre Face. Une plainte classée sans suite. Aujourd'hui donc, Face n'a pas touché les 5 000 euros en question. Cependant, cette histoire de bons falsifiés est sérieuse. Julien Courbet va d'ailleurs tenter de le faire comprendre au directeur du personnel de la compagnie d'assurance, à la fois émettrice du bon et employeur de l'ex-compagnon de Face. Bon, très honnêtement, le nom de la cliente, je ne l'ai pas en tête. Maintenant, il me semble, parce que je m'occupe pas de ça directement, j'ai une adjointe qui s'occupe des cas, enfin de la gestion du personnel commercial au sens du traitement des individus, de la gestion professionnelle. Et donc, j'ai déjà entendu parler d'un problème de bon de capitalisation. Mais on va sortir le dossier et vous rappeler dans les meilleurs délais. Merci, c'est très gentil de votre part, monsieur, d'être venu nous parler. Je vous en prie. Donc, nous avons eu la version de ce monsieur. Nous avons vérifié au fait. Il n'était pas chez vous. Ça, nous en avons la preuve. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il s'est amusé à dire qu'il était chez vous tout à l'heure. Mais bon, il n'y était pas puisque nous avons rappelé chez lui et il a répondu là-bas. Donc ça, c'est la première chose. Il a bien reconnu avoir placé des écoutes chez vous, en tout cas des enregistrements, a reconnu beaucoup de choses. Dit ne vous devoir que 100 euros. Maintenant, l'assurance est au courant en ce qui concerne le bon. Il faut maintenant laisser toutes ces personnes pouvoir se contacter. Nous allons essayer de contacter aussi la personne qui pourrait être propriétaire du véritable bon pour avoir sa version des faits. Il va vous laisser tranquille, ça c'était le premier point, mais ça j'en suis sûr. Nous avons fait aussi également le nécessaire avec la gendarmerie. Maintenant, reste l'argent. Il nous faut quelques jours pour avancer dans ce dossier. D'accord, Face? Oui, merci bien. Vous êtes rassurée un petit peu? Oui, je suis un peu plus rassurée. Mais oui. n'ayez crainte, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont autour de vous Oui, et je pense que ce monsieur va prendre conscience de la gravité des faits, qu'il faut trouver un accord, parce que c'est son intérêt aussi. J'espère pour moi. Mais vous avez tous nos numéros, la gendarmerie est au courant, au moindre souci, un coup de fil et ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Merci bien. Merci à vous, Face. À très vite. Face va rentrer chez elle rassurée. De notre côté, nous allons tenter de résoudre l'aspect financier de son dossier. Nous vous tiendrons informés.